On a décidé d'emblée de ne pas faire que du clash, même si François est très bon dans l'exercice et très attendu, qu'il y a un vrai public pour ça. Et même un public, le public très à droite vient voir ses champions se faire malmener, mais bon, il y a une forme d'excitation, de masochisme, je ne sais pas. Si on regarde les 4 explications qu'on a faites à ce jour, donc les 4 invités, je pense qu'on tient à peu près les 3 catégories dans lesquelles on peut un peu opérer, à savoir des camarades plutôt de gauche. Je dirais évidemment Jacques Rancière et Vera Nikolsky. Quelqu'un qui, à mon avis, est quand même plutôt affilié à l'extrême droite, qui serait Laurent Ozon, donc une espèce de droite un peu radicale, dure en tout cas, identitaire, enfin voilà, il y a plein de façons de la nommer. Et là, il y a quelques clients possibles. Et puis, il y aurait le bloc bourgeois, ou le bloc central, ou le bloc extrême-centre, ou le bloc libéral autoritaire, avec lequel j'ai échangé en décembre dernier. Dans une France où le Rassemblement national s'est retrouvé 3 fois au second tour de l'élection présidentielle, où il remporte de plus en plus d'adhésion au sein de la population, il est important de lui porter la contradiction. On ne peut pas se contenter de regarder ailleurs. C'est même un travers global dans notre camp, à gauche, cette espèce de puritanisme, ce que Debord appelait le néo-moralisme indigné, et où les affaires de positionnement de qui parle à qui et qui risque d'être contaminé par qui deviennent plus importantes que les causes défendues elles-mêmes. Quand ils viennent débattre avec moi, c'était vraiment le cas de Rougeron dans une époque antérieure à l'explication, mais qui a été un peu la matrice. C'était évidemment le cas de Vecchio, quand on l'avait fait il y a un certain temps. C'était le cas aussi sous d'autres cieux, en tout cas dans d'autres médias avec Le Jeune. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sûrs d'eux, ils sont tellement habitués à ne pas avoir de contradiction, à pontifier des journées entières, par exemple sur CNews dans le cas de Geoffroy Lejeune, ou dans d'autres médias, qu'ils ne se renseignent pas du tout sur leur interlocuteur. Ils n'essaient pas du tout de considérer sa pensée, son système de pensée, si jamais j'en ai un, où sans doute on trouverait beaucoup matière à me prendre en revers, enfin en défaut. Mais ils le font pas. C'est pas parce qu'on est 2 contre 1 que l'invité est absolument pas en mesure de se défendre. Encore une fois, j'ai l'impression qu'ils reportent, ou que leurs aficionados ou leurs fans reportent la responsabilité sur le dispositif, une responsabilité qui leur incombe aussi quand même un peu. Donc, bon, encore une fois, les amis, essayez de penser un peu contre vous parfois. Si vous êtes parfois malmené à QG, ou en tout cas dans l'explication, c'est peut-être aussi parce que vous n'êtes pas complètement affûté. Donc, affûtez-vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur QG. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition un peu particulière de l'explication, votre nouveau rendez-vous de débat, de clash et de pensée, puisque nous avons décidé d'organiser un grand débriefing comme nous vous l'avions annoncé. Une foire aux questions basée sur vos très nombreuses réactions depuis le lancement de cette émission imaginée par Aude Lancelin et François Bégodeau. Un point d'étape sans tabou sur notre démarche, nos réflexions depuis le lancement en novembre 2024 et nos idées pour la suite. Je m'appelle Maxime Asseo, je suis le responsable des réseaux sociaux de QG. Vous l'aurez remarqué, pour une fois, Aude ne sera pas la présentatrice, mais bien de l'autre côté, invitée de notre média. Bonjour Aude. Bonjour. Quel effet ça fait de se retrouver ici, sur le siège de l'invité ? Je ne sais pas, c'est un putsch. Non, mais... Je vais finir à la conciergerie. T'inquiète pas, je ne compte pas rester siégé ici très très longtemps. On verra, peut-être. Si ça se passe très bien, je vais peut-être prendre des vacances. Peut-être un peu, je pourrais être là en remplacement. Et avec nous, bien sûr, pour cet exercice, François Bégodeau. Bonjour François. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Ouais, prêt à jouer le jeu plutôt ? Mais avec plaisir. Et en train. Très bien, très bien. Et donc je précise également que cette émission sera aussi l'occasion de répondre à quelques polémiques générées par des individus ou des médias, pour la plupart issus de la sphère identitaire, notamment sur les réseaux sociaux X, où nous avons été il y a quelques jours la cible d'un véritable torrent d'injures, venant même parfois de personnes que nous avions invitées ici. Et donc nous aurons bien entendu quelques mots doux
à leur laisser au passage. Alors, avant d'aborder des remarques ou questions plus ciblées pour chacun de vous, commençons par un tour d'horizon général de l'émission et à savoir déjà depuis quand en fait vous vous connaissez tous les deux et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de lancer l'explication ensemble. Aude, peut-être, tu veux commencer ? Alors, je vais commencer, mais je vais commencer tout d'abord par dire que François n'a pas été attaqué par un de nos anciens invités. Il a eu une petite... C'est beaucoup moins glorieux que ça. J'ai fait une énorme connerie, j'ai fait du sport. Ce qui est vraiment le truc qu'il ne faut jamais faire. No sport, tu connais pourtant une fois de Churchill avait raison. Alors, c'est moi qui ai proposé à François de lancer l'explication. Je gardais, pour tout vous dire, un excellent souvenir, notamment de nos débats avec Alexandre Devecchio ou avec Pierre-Yves Rougeron. Moi, je pense qu'eux ont gardé moins de bons souvenirs de cette rencontre avec toi, François. Mais voilà, François est une figure intellectuelle importante aujourd'hui à gauche, un écrivain. Je le tiens pour certainement le meilleur punchliner d'Europe. Non, de Vendée. Tu es trop modeste. Bon, voilà, à gauche, de notre camp. Néanmoins, puisque Maxime, tu nous demandes dans quelles conditions on s'est rencontrés, c'est assez drôle parce qu'en fait, souvent les gens nous reprochent d'être trop d'accord et notamment les gens et notamment nos contradicteurs qui viennent ici ont l'impression de se retrouver un petit peu à deux contre un. Or, François et moi, nous nous sommes rencontrés sur une dispute, puisque, en fait, j'avais fait un compte-rendu dans le Nouvel Obs à l'époque de Entre les murs, quand Entre les murs est sorti, le film de Laurent Cantet, a eu la Palme d'Or à Cannes. Et j'avais fait un compte-rendu peu aimable, on va dire, dans le Nouvel Obs du film, pas plus que du livre de François. Mais François, en bon camarade, bien sûr, s'était battu pour Laurent Cantet et m'avait envoyé un long mail incendiaire. Ah oui, c'était incendiaire ? Je n'ai pas souvenir que c'était incendiaire. Non, mais c'est très flou pour moi. S'en est suivi une correspondance où on s'est expliqué, justement. Voilà l'explication. Ça a été un petit peu musclé. Et puis voilà, le temps passant, on s'est connus. Je crois qu'on peut dire qu'on est plutôt amis. En tout cas, qu'on partage beaucoup de choses, beaucoup d'idées, même s'il y a quelques inflexions, quelques différences, contrairement à ce que disent certains. On pourra peut-être en parler plus tard. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Donc une critique dans l'Obs pour Entre les murs, et 10 ans plus tard, voire un peu plus, l'explication aujourd'hui. Ouais, c'est même 15 ans. 15 ans, ouais, même 15 ans, en effet. Comme dans les comédies romantiques, on dirait vous avez un message de Meg Ryan et Tom Hanks. Voilà. Je pense qu'on a en commun, comme ça, moi je valide ce récit. On a en commun, vite fait, comme ça, je dirais aussi, de se situer, de se positionner au croisement de la pensée et de la chose littéraire aussi. Je pense que c'est un peu ça aussi qui nous a rapprochés au fil des années, comme ça, de loin en loin, de considérer que la littérature pense au même titre que les essais, et que l'effort politique, par exemple, peut être fait alternativement dans des formes très différentes, quoi. Je pense que ça... il me semble que ça joue un peu dans les affinités qu'on peut avoir avec Aude, par-delà d'autres choses. Absolument, parce que François est aussi un romancier. Moi, je me souviens... notamment, à nouveau, ça nous ramène à l'époque de l'Obs, une critique de La blessure, la vraie, que je tiens pour un des plus grands romans d'amour, de formation, d'adolescence, publié en France depuis une vingtaine d'années. Voilà, je l'assume, un très 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 beau livre, ce qui m'avait permis d'expier, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'était la rédemption. Après le péché entre les murs, c'était un petit peu... Je lui avais accordé un pardon. Et là, ce jour-là, j'ai vu la lumière, et désormais, je suis dans la bonne voie. Voilà.
Et donc justement pour rappeler quand même que du coup maintenant avec l'explication, le principe c'est normalement, évidemment moi je ne suis pas là, normalement c'est toi Aude qui est à cette place et vous avez un invité, on en a déjà reçu 4 ici, dont Laurent Ozon, Vera Nikolski, Jérôme Fourquet et Jacques Rancière pour le premier épisode. Justement, sachant que c'est tout le cœur de cette émission, l'invité, comment vous sélectionnez les invités? Comment vous faites votre choix? Comment vous en discutez? Est-ce que même certains, peut-être, parfois, refusent de venir ou alors, voilà, on n'accepte pas de venir débattre face à toi, François? Comment, justement, vous sélectionnez ces invités? Alors, on a décidé d'emblée de ne pas faire que du clash, même si François est très bon dans l'exercice et très attendu, qu'il y a un vrai public pour ça. Et même un public, le public très à droite vient voir ses champions se faire malmener, mais bon, il y a une forme d'excitation, de masochisme, je ne sais pas, en tout cas. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, mais on a décidé de ne pas faire que ça, on a décidé que ce sera un exercice un peu stérile, et donc on a décidé de recevoir alternativement des compagnons de route politiques, des gens qu'on admire, ou des gens justement voilà, avec qui on est en désaccord profond et de garder un équilibre comme ça. Voilà. Donc évidemment, je vais laisser François répondre ensuite, mais il y a des gens qui refusent. Il y a des gens qui réfléchissent longtemps, qui réfléchissent tellement longtemps qu'on finit par ne plus les revoir. Bon, c'est vrai que la réputation de poids lourd de François ne nous aide pas toujours dans le recrutement de victimes sacrificielles. Certains le perçoivent comme ça. François, au fil du temps, inspire une certaine crainte à nos adversaires politiques. Donc, il faut user de force de conviction, voilà. Mais bon, pour le moment, on a quand même toujours réussi à avoir des partenaires de débat intéressants. Donc c'est pour ça que je me suis auto-cassé un bras récemment pour faire moins peur. Donc c'est un peu une stratégie comme ça pour amadouer celui qui aurait des appréhensions à venir débattre avec moi. Si on regarde les 4 explications qu'on a faites à ce jour, donc les 4 invités, je pense qu'on tient à peu près les 3 catégories dans lesquelles on peut un peu opérer, à savoir des camarades plutôt de gauche, je dirais évidemment Jacques Rancière et Vera Nikolski. Quelqu'un qui, à mon avis, est quand même plutôt affilié à l'extrême droite, qui serait Laurent Ozon, donc une espèce de droite un peu radicale, dure en tout cas, identitaire, enfin voilà, il y a plein de façons de la nommer. Et là, il y a quelques clients possibles. Et puis, il y aurait le bloc bourgeois, ou le bloc central, ou le bloc extrême-centre, ou le bloc libéral autoritaire. Il y a plusieurs façons de le nommer selon le mode de réflexion qu'incarne assez bien Jérôme Fourquet, avec lequel j'ai échangé en décembre dernier. Donc je pense que c'est à peu près, on essaiera autant que possible d'alterner entre ces 3 camps, enfin, même si c'est toujours un petit peu réducteur de dire des choses comme ça, mais globalement, on voit bien que la scène politique française contemporaine et la scène intellectuelle politique française contemporaine est structurée à peu près par ces 3 blocs. Je schématise vraiment outrancièrement, mais... Et donc moi, oui, on s'est dit très vite avec Aude qu'on aimerait bien alterner entre ces 3 blocs, dans la mesure du possible, parce que c'est vrai qu'il y a une difficulté qui n'apparaît pas forcément à ceux qui nous suivent, savoir que, bah oui, on essuie des refus, il faut que les gens soient libres, enfin, il y a tout un tas de facteurs comme ça qui font que c'est toujours assez difficile de mettre au point une date, de caler une date avec des gens. Alors certains, effectivement... il y a aussi des gens qui m'ont accepté puis qui se sont désistés. Ça, je pense que je peux le nommer parce que je pense que c'est intéressant. On avait invité Aurélien Bélanger, par exemple, à propos de son livre sur le printemps républicain, qui est sorti en septembre dernier et qui, dans un premier temps, avait accepté. Donc j'étais ravi. Un thème qui nous intéresse énormément et qu'on suit de près, François et moi, depuis longtemps. J'étais ravi parce que j'avais un rapport à ce livre qui était, qui créait un bon espace de débat, à savoir j'adhérais globalement au geste, parce que d'avoir constitué le printemps républicain comme central dans le champ intellectuel français depuis 10 ans, je pense que c'est un geste absolument pertinent. Et en même temps, j'étais un peu resté sur ma faim en lisant le livre. Donc on aurait eu comme ça un bel espace de débat, je pense, avec Aurélien Bélanger, qui est en plus romancier comme moi. Et puis, pour des raisons X ou Y, finalement, il a renoncé à venir, ce qui est tout à fait son droit. Mais voilà, c'est un exemple précis et factuel des difficultés qu'on peut essuyer. Donc entre nos désirs et la réalité des faits, il y a parfois un gros écart. Mais justement,
comme tu as présenté, il y a eu 3 types entre guillemets d'invités, ceux des camarades de la gauche, ceux plus du bloc bourgeois et ceux plus qualifiés à l'extrême droite comme Laurent Ozon. Mais justement, comment vous réagissez au fait d'inviter justement des personnalités d'extrême droite sur notre plateau? Est-ce que déjà on ne peut pas se dire que ces personnalités d'extrême droite ont déjà suffisamment de place sur les plateaux de télévision mainstream, sur les plateaux actuellement? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de les inviter face à vous aujourd'hui sur le plateau de QG dans l'explication? Aude, je ne sais pas si tu veux répondre. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire. C'est une vraie question en réalité. Voilà, on pourrait aussi se contenter de faire comme font plein de médias indépendants de gauche, c'est-à-dire rester uniquement entre soi et discuter des différentes nuances de gauche, blablabla. Voilà, moi je pense que dans une France où le Rassemblement national s'est retrouvé 3 fois au second tour de l'élection présidentielle, où il remporte de plus en plus d'adhésion au sein de la population pour diverses raisons, il est important de lui porter la contradiction. On ne peut pas se contenter de regarder ailleurs. Voilà. Mais je conçois tout à fait qu'on puisse avoir un autre point de vue. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on partage plutôt avec François, parce que de même que moi, il accepte aussi, non seulement on invite des gens ici pour des adversaires radicaux pour débattre, mais on accepte aussi parfois leurs invitations. Pas n'importe lesquelles. Moi, il y a des invitations sur des médias que j'ai catégoriquement refusées, mais il y a d'autres lieux, que ce soit, je sais pas, des lieux de droite, clairement, comme les Incorrectibles ou Omerta, etc., où je trouve important de faire entendre notre discours. Et d'ailleurs, ça fait vraiment découvrir notre travail et notre système de pensée qui est invisibilisé totalement dans les médias dominants à un autre public. Et il en sort quelque chose, ça je suis en mesure de le dire. On arrive à en convaincre, on arrive à en ramener, on arrive à en faire venir ici sur QG, dans notre public, comme tu sais Maxime, qui est très mélangé. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que voilà, c'est ça une société, c'est qu'on doit cohabiter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, et on doit pouvoir le faire sans se sauter à la gorge, sans s'étriper et sans aller directement à la jugulaire. Et c'est ça qui, je pense, nous sauvera d'une situation nationale mal embarquée. Moi, je pense que par rapport à cette question-là, une certaine confusion règne, et comme d'habitude, la confusion tient au fait qu'on mélange 2 choses. 2 critères d'évaluation de cette question qui consiste à se demander si il faut, ou on doit, ou on peut inviter des gens plutôt proches de la droite radicale, de la droite identitaire, de la droite extrême. Il y a un axe moral. Il y a une question morale qui est posée comme telle par certains, notamment à gauche, qui s'interdisent de discuter avec ces gens-là et qui jettent l'anathème sur des gens qui irait discuter avec ces gens-là. C'est le fameux cordon sanitaire, finalement, qui règne en France depuis 50 ans. Il y aurait comme ça un espace du champ politique avec lequel il serait, malséant et voire même indigne de discuter. Moi, je peux entendre cette considération morale. Le problème, c'est que comme toute considération morale, elle a les limites de la morale, et surtout, elle est particulièrement brumeuse. Et notamment brumeuse à l'heure où se constitue un bloc libéral autoritaire qui va du macronisme à l'extrême droite. Dans ces cas-là, moi je demande toujours, mais où mettez-vous le curseur de l'interdiction ou de l'indignité qu'il y aurait à discuter? Est-ce que, par exemple, il sera tolérable que nous invitions ici, ça n'aura pas lieu parce qu'on n'a pas très envie d'inviter des élus ou des gens en charge, mais est-ce que Retailleau, ça va? Est-ce que Retailleau, ça passe, puisqu'il fait partie d'un parti qui s'appelle Les Républicains, et qui donc ferait partie de cette espèce de truc qui s'appellerait, ou qui s'autoproclame droite républicaine, chose que je ne comprends toujours pas. Pardon, je t'interromps, petite parenthèse, c'est un excellent exemple, parce que Retailleau se retrouve aux affaires grâce au Front républicain. Il a récemment déclaré encore dans les médias
que le Rassemblement national était un parti de gauche. Alors, Retailleau, c'est bon ou c'est pas bon? Voilà, exactement. Mais je pourrais citer tout un tas d'autres exemples. Et je disais déjà ce genre de choses il y a 10-15 ans. Mais je le dis a fortiori en 2025, où vraiment est en train, sous nos yeux, de se constituer un continuum, une continuité entre le bloc bourgeois traditionnel, le bloc bourgeois centriste et le bloc d'extrême droite. Il y a énormément de ponts qui se créent en permanence entre eux, ils gouvernent ensemble, Retailleau regarde vers l'extrême droite, on le sait bien, il cohabite avec un Darmanin qui ne brille pas non plus par son progressisme. Bon, donc je demande à ceux qui posent des interdits moraux de me définir le curseur. Voilà, et peut-être qu'après on pourra statuer. Et la deuxième chose, c'est il est toujours dangereux de ne penser que moralement. Bon, moi, ce à quoi je pense quand on me propose, par exemple, une invitation sur un média, voilà, par exemple, Les Incorruptibles, où je vais me rendre pour la deuxième fois dans pas longtemps. Moi, la question que je me pose, elle est jamais morale. Quand Éric Morillo m'a invité une première fois et quand il m'a invité une seconde fois il y a 2 semaines, ou quand il est question ici même d'inviter des gens qui seraient, accointés avec l'extrême droite, moi, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'une discussion féconde est possible ? Est-ce qu'il peut en ressortir de l'intelligence et de la clarification ? Parce que moi, c'est ça que j'attends d'un débat. Je n'attends pas du tout d'un débat de convaincre mon partenaire, enfin mon interlocuteur ou mon interlocutrice. Je n'attends pas non plus qu'il me convainque. Je lui souhaite bon courage pour ça, mais j'attends qu'on clarifie au moins les positions, que le spectateur puisse, l'auditeur, ceux qui nous suivent, puissent se dire « Ok, je comprends mieux maintenant ce que c'est qu'un positionnement d'extrême droite, je comprends mieux ce que c'est qu'un positionnement de gauche radicale ou je ne sais pas comment l'appeler. » Et dans ces cas-là, je me dis « Oui, si ce débat est possible et si de la clarté peut en ressortir, et donc de l'intelligence, eh bien, faisons-le. » C'est-à-dire que la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Et je vois beaucoup de gens à gauche qui se soucient en permanence, qui sont très formels. Moi, je les appelle les châtelains et les châtelaines. Vous savez, parce que les châtelains et les châtelaines, ils se soucient beaucoup du plan de table quand ils invitent des gens. C'est le plan de table. Il faut que le plan de table soit bien fait, bien décent, qu'il puisse aider à constituer ou solidifier un réseau social. Peut-être des alliances vont s'y nouer, peut-être même des affaires vont s'y déclencher, en tout cas s'y orchestrer. Moi, c'est pas ça que je pense. Je pense au contenu même de la conversation à table. Une fois qu'on aura fait le plan de table, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire ? Il m'est arrivé de refuser ce genre de débat, non pas que je trouvais que j'ai pu trouver à ce moment-là qu'il y avait une sorte d'indignité morale à aller discuter avec tel ou tel qu'on me proposait comme interlocuteur, mais parce que je voyais vraiment pas ce qu'on allait pouvoir se dire. Par exemple, je vais être très factuel encore et concret. Il faut toujours être concret. Récemment, le même Morillo, et je pense qu'il ne m'en voudra pas de le révéler, m'a convié dans un premier temps à discuter avec Marc-Édouard Nab. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, Marc-Édouard Nab. Chacun ira googliser. Je n'ai pas d'interdit moral à aller discuter avec Marc-Édouard Nab. En revanche, je me demande vraiment ce qu'on aurait pu se dire. Je ne voyais pas du tout quel pourrait être le contenu de la discussion. J'en dirais à peu près de même pour Soral. Soral, c'est assez fréquent que des gens me disent il serait temps que vous discutiez tous les deux, soit parce qu'ils s'excitent d'avance d'un combat, soit parce qu'ils considèrent qu'on a peut-être des choses à se dire. Moi, Soral, c'est quelqu'un que j'ai pu écouter, que j'écoute au même titre que j'écoute des centaines de personnes. Il est d'ailleurs parfois plus intéressant que la plupart de ses co-religionnaires. Mais en revanche, je ne vois vraiment pas ce que pourrait être l'objet du débat entre nous. Parce que lui, il a décidé de constituer que le monde était globalement dominé et agencé par la communauté organisée, comme il l'appelle, c'est-à-dire la communauté juive. Je crois que je ne trahis pas la pensée de Soral en disant ça. Donc il va me dire ça, puis moi je vais lui répondre que non, je ne crois pas. Et le débat sera fini. Donc voilà, encore une fois, recentrons-nous sur la fécondité possible des discussions qu'on peut avoir avec tel ou tel, et non pas sur des espèces de considérations, encore une fois, brumeuses et approximatives sur l'interdiction morale qu'il y aurait à le faire. Je complète ce que dit François. Je pense que c'est même un travers global dans notre camp, à gauche, cette espèce de puritanisme, de ce que Debord appelait le néo-moralisme indigné, et où les affaires de positionnement de qui parle à qui et qui risque d'être contaminé par qui deviennent plus importantes que les causes défendues elles-mêmes. Je pense que c'est vraiment un vrai problème en fait qui est même en train de tuer la gauche.
vraiment de la réduire à une véritable peau de chagrin. Maintenant, ce ne sont plus que des affaires de crimes de pensée, de péchés de langue, comme on disait sous l'Inquisition. Et on ne sait plus exactement, on ne se concentre plus sur les véritables combats. En l'occurrence, la justice sociale, la défense du peuple, quelle que soit la définition qu'on lui donne, etc. Et je pense qu'en acceptant ici et ailleurs de rencontrer ces gens qui souvent prétendent parler au nom du peuple et ne le font pas d'ailleurs, parce que les gens du Rassemblement national et extrême droite ne défendent pas économiquement le peuple, je pense qu'on rend de véritables services à notre camp. Tu parles de puritanisme, je te trouve encore trop sympa. Moi, je parlerais de cléricalisme, je parlerais même de bigoterie. Parce que finalement, ces réflexes-là, c'est l'espèce de trac à qui parle à qui. C'est typiquement ce qui se faisait dans les villages de Vendée, que je connais bien, ou dans les villages très très marqués par la religion catholique, en l'occurrence, et qui consistait à savoir qui est à côté de qui à l'église. Qui parle à qui à la sortie de l'église. Et on voyait machin parler à machin, et alors du coup il se compromettait aux yeux de trucs qui considéraient qu'il fallait absolument pas parler à machin, pour une raison qui était d'ailleurs assez obscure, parce qu'on se souvenait vaguement de génération en génération que machin avait un jour fait un truc pas très bien, et que donc lui parler était considéré comme immoral, etc., etc. C'est la petite chronique villageoise des esprits étriqués. Si la gauche devient ça, alors effectivement elle devient une terre assez peu hospitalière, quoi. Et je précise, anecdote déjà ancienne, mais c'est moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand je travaillais au Nouvel Observateur comme journaliste de base, on nous avait chargé avec un collègue de faire une semaine d'enquête sur le négationnisme à Lyon et les milieux d'extrême droite. Donc on s'est positionné pendant 8 jours dans le vieux Lyon, à explorer tout cet univers, etc. Et évidemment, ces milieux identitaires avaient des relais déjà au sein du Front National, puisque un certain Bruno Gollnisch était professeur de fac à Lyon et était un des plus proches de Jean-Marie Le Pen et un des fers de lance de l'antisémitisme et du négationnisme en France à l'époque. Nous avions pris sur nous, avec mon jeune collègue de l'époque, de rencontrer Bruno Gollnisch, ce qui était complètement interdit par la direction du journal, en l'occurrence de Laurent Geoffrin, que j'ai eu comme rédacteur en chef très longtemps, qui a fait des allers-retours entre Libération et Nouvel Obs, et qui est quand même un des grands artisans de la destruction de la gauche française, qui interdisait absolument à ces journalistes, à nous, de parler aux gens du Front National. Voilà. Et là où ça devient intéressant, donc nous l'avions fait quand même. Nous l'avons rencontré pendant 2 heures dans un café à côté de Lyon 3, et nous en sommes sortis pensant nous amuser, voir la bête immonde de près. Nous en sommes sortis écœurés. Mon collègue étant de confession juive, avec un nom typiquement juif, Bruno Gollnisch a passé littéralement 1 heure à essayer de... Mais je peux vous convaincre, monsieur, que vous aussi, vous êtes négationniste, etc. Et à refaire toute l'histoire de la découverte des camps de concentration, et en plus, même à le tripoter physiquement, parce que, visiblement, ça suscitait en lui une espèce de libido trouble. Et nous en sommes sortis, mais écœurés. Je pense que ce jour-là, comme quoi rencontrer quelqu'un, ce n'est pas nécessairement être séduit par sa pensée, par sa personne, loin de là. Nous en sommes vraiment... Ça a matérialisé ce qui était la réalité du Front National de cette époque, de l'antisémitisme et du négationnisme le plus crasseux. Et nous n'avons jamais oublié cette leçon. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de rencontrer les gens. Quand on est ferme sur ses convictions, je crois on en tire toujours quelque chose. Moi, je veux dire, j'ai tiré un livre d'une rencontre avec des jeunes identitaires qui m'avaient invité à boire un verre à la sortie d'une rencontre. C'était à Lyon, d'ailleurs. Et bon, je ne les avais pas encore très très bien identifiés, mais j'intuitais que, bon, on n'est pas forcément du même bord politique. Bon, il m'invite à prendre un verre, je prends un verre.
Je ne vois jamais d'interdiction à aller prendre un verre avec des gens. Et il est ressorti de cette soirée, qui a été assez romanesque, un livre qui s'appelle Notre Joie, et où j'ai essayé de disséquer à la lumière, entre autres, de ce que j'avais vu concrètement, parce que c'est toujours intéressant quand les idées s'incarnent. Elles s'incarnent dans des corps. Et elles s'incarnent dans des individus. Et vous avez un meilleur accès aux idées, vous les élucidez mieux quand vous en considérez les incarnations. Et donc ce soir-là, je crois que j'ai toujours mieux compris encore ce que c'était que les affects d'extrême droite, ou les affects autoritaires, ou les affects identitaires, ou auto-identitaires, comme je les appelais dans ce livre. Bon, le livre, quand il est sorti, je pense, a été apprécié par un certain nombre, notamment de gens de gauche, pour dire, bah oui, je comprends un peu mieux ce qui peut traverser ces gens-là. Donc on gagne toujours à aller au-devant, y compris de l'adversaire politique, voire de l'ennemi, si on veut l'appeler comme ça, pour toujours mieux le comprendre. Moi, je suis toujours assez frappé de la méconnaissance qu'ont pas mal de gens de gauche de ce camp par lequel ils sont pourtant très obsédés, à savoir l'extrême droite. Bon, j'en dirais autant de la symétrie. Je veux dire, je suis toujours très très frappé de la méconnaissance qu'ont les gens de droite du continent intellectuel de gauche, ou du continent de pratique et d'activité politique qui est étiqueté à gauche. Et justement, pour avancer un peu dans cette clarification, justement, tu disais que l'idée aussi de recevoir les personnalités d'extrême droite permettait, comme tu viens de le détailler, d'être plus clair sur leurs idées, d'être plus clair sur leur façon de penser, leur façon de voir les choses. Mais il y en a, c'est-à-dire pour rentrer un peu plus dans le vif de cette émission, il y en a un peu justement qui te reprochaient justement de ne pas laisser assez la place justement à ces personnalités, que ce soit du bloc bourgeois auquel on peut identifier Jérôme Fourquet ou de l'extrême droite Laurent Ozon, justement de ne pas laisser suffisamment l'invité s'exprimer et de trop tout de suite attaquer, entre guillemets, de rentrer trop dans le cœur du sujet. Par exemple, je te cite, tu vois, un commentaire, une personne qui nous a laissé justement une remarque. J'ai trouvé l'émission très intéressante par rapport à l'émission avec Jérôme Fourquet, notamment. Et juste sur le fond, mais à mon avis, Bégodeau passe trop vite à l'attaque. Il faut laisser à l'invité un moment pour s'exprimer et même souligner l'intérêt de son propos. Et la question même qui va dans ce sens d'un des internautes, c'est quel est le but ? Est-ce que c'est censé être un débat ou un procès ? Justement, c'est un peu ça qui était ressorti. Quel est ton ressenti, quel est ton avis là-dessus ? Je pense qu'il faut être précis, comme d'habitude. Moi, une des raisons pour lesquelles j'avais suggéré à Aude qu'on puisse inviter Jérôme Fourquet, c'est parce que je considère qu'il est un intellectuel absolument important dans le dispositif actuel de la conservation, de la pensée conservatrice, c'est-à-dire celle qui ne cesse de se porter au secours de l'existant. Avec quelques débordements plutôt du côté de la droite, depuis quelque temps, concernant ce monsieur. Donc je pense que c'est quelqu'un qui occupe une position sous ses airs un peu bonhomme, comme ça, inoffensif. Je suis un sondeur, donc je fais des études et je viens modestement vous rendre compte d'études à la télévision qu'on va écouter comme une espèce comme ça de voix objective à partir de laquelle nous ferons tous les uns et les autres des interprétations politiques. Non, ce que je voulais montrer ce jour-là, moi j'avais une idée en tête, je voulais montrer que ce qu'il présente comme des études objectives, inoffensives et débonnaires sont déjà truffés de subjectivité interprétative, que tout ça est parfaitement orienté. Donc si c'est ça qu'on appelle attaquer, moi c'est pas ce que j'appelle attaquer, moi c'est là-dessus que j'avais envie de discuter avec lui, j'avais envie de le confronter à la partialité de ses analyses, ce que j'ai essayé de faire, et après il était libre d'y répondre. Alors peut-être que parfois j'ai été un peu offensif, de sorte qu'il s'est senti un peu fébrile et pas forcément en état de répondre calmement et sereinement. Ça c'est possible, ça c'est un peu la chimie propre d'une conversation. Il se trouve que, soyons toujours très précis et matériels, ce jour-là nous avions un timing limité. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je ne sais pas si j'ai attaqué Bill en tête, mais j'ai voulu venir très très vite à mon sujet parce que j'avais peur qu'on n'y vienne jamais. Parce que voilà, pour des raisons de, je sais plus quoi, de studio ou que sais-je, il y avait un timing très très serré. Donc je pense que ça n'a pas aidé effectivement à la sérénité des débats. Mais je maintiens que, en l'occurrence, débat ou procès, il n'y a pas de procès. Il y a, je considère que Fourquet ait fait ceci, qu'il sert cette cause-là, je le dis, je le formule, et à lui de répondre, et à lui d'objecter s'il n'est pas d'accord. Enfin voilà, je ne comprends pas pourquoi on parle de procès en l'occurrence. Aude, est-ce que tu voulais réagir, dire quelque chose ? Oui,
En même temps, quand on voit le niveau de violence et de clash sur plein de plateaux télé mainstream, je pense que chez nous, ça reste tout à fait, ça reste tout à fait raisonnable. Évidemment, on est perfectible et c'est la raison pour laquelle on a choisi aujourd'hui de faire cette foire aux questions. Après, c'est vrai qu'il y a des... j'en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a des interlocuteurs qui sont déstabilisés par François parce que, il a une maîtrise rhétorique et conceptuelle, qui est réelle et qui en intimide certains. Donc, on essaiera d'y veiller, on essaiera de laisser peut-être plus d'oxygène aux débatteurs. Revenons précisément sur cette affaire Fourquet. À un moment, je lui fais remarquer qu'il utilise dans son livre, qu'il présente comme un livre, encore une fois, de sociologie, un livre qui se pique de faire des études objectives. Bon, puis après, faites-en ce que vous voulez, vous, les idéologues. Moi, je ne suis pas un idéologue, dira-t-il. Et c'est comme ça qu'il se circule de plateau en plateau. Parce que par ailleurs, je veux bien compatir quant au très très mauvais moment qu'il a passé devant moi, mais le soir même, il était assez dans l'air. Le lendemain, il était à Quotidien. Le surlendemain, il était sur LCI. Enfin, je veux dire, donc 1h30 de relatif inconfort n'auront pas véritablement contrebalancé tous les plateaux qu'il fait à longueur d'année où il est accueilli comme un roi, comme le roi qui va délivrer, qui va nous donner des nouvelles du réel. Et moi, faut pas trop me chercher longtemps quand on prétend être du côté du réel. Je vous dis, moi, je note qu'il y a des biais idéologiques dans l'examen du réel. Donc, par exemple, à un moment, je vais essayer d'être court, mais moi, je lui fais remarquer qu'il utilise dans son livre, encore une fois, qui se veut un livre qui rencontre un certain nombre d'études statistiques sur les pratiques des Français, c'est un peu son truc, je lui dis qu'il utilise le mot d'islamo-gauchisme. Ce n'est pas un concept de sociologie. Ce n'est pas une notion objective, c'est une notion très marquée idéologiquement. Je dirais même qu'elle colporte une manœuvre idéologique, disons du camp bourgeois, depuis une dizaine d'années. En fait, le concept a été forgé il y a une vingtaine d'années, mais il a une certaine vogue depuis 5-10 ans. C'est vraiment une façon d'incriminer la gauche aussi, de soupçonner que c'est des accointances bizarres entre la gauche radicale et l'islamisme. Bon, on connaît bien l'entourloupe idéologique, et il la reprend à son compte. Donc je lui fais remarquer. Et à ce moment-là, effectivement, il ne sait pas quoi répondre. À ce moment-là, effectivement, ça donne un moment où j'ai l'air un peu d'être très offensif et de le corneriser ou vraiment de l'acculer sans qu'il puisse répondre, sans qu'il puisse se défendre. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles il ne peut pas répondre, c'est parce qu'il n'y a rien à répondre. C'est parce que pour une fois, il trouve en face de lui un interlocuteur qui ne l'écoute pas religieusement, comme le fait Yann Barthès à chaque fois qu'il passe à Quotidien, c'est-à-dire à peu près 3 fois par semaine. Remettons les choses un peu en place. Je précise que le tout premier livre de François Bégodeau s'appelait « Jouer juste » et qu'il était consacré à la stratégie footballistique et l'occupation du terrain. Oui, tout à fait, voilà. Une méditation sur l'occupation du terrain. Non, mais pour prolonger ce que dit François, c'est vrai qu'on reçoit aussi beaucoup de fausses victimes, puisque nous avons quand même reçu un certain Laurent Ozon, inventeur du concept de remigration. Excusez du peu, qui a été viré du Front National, c'était pas le Rassemblement National, du bureau politique du Front National pour extrémisme par Marine Le Pen. Qui est assez classe. Je trouve que ça vous pose un homme. Moi, je pense que tout le monde ne peut pas en dire autant. Le concept de remigration, il n'est repris dans le champ politique français que par Éric Zemmour, et encore avec des pincettes. Bon, j'en viens au fait. Lorsque nous sommes confrontés avec lui sur un plateau, il faut à 10 reprises lui demander, mais d'accord, remigration, donc, mais très bien, mais alors qui part, avec quels critères, qui monte dans l'avion? C'était la fameuse question. Comment ça se passe techniquement? Bon, ça finit, c'est un petit peu parti en blague sur la croisière s'amuse, etc. Mais finalement, il n'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu parce que, évidemment, le projet est totalement sordide et indicible. Voilà. En revanche, il est allé se répandre ultérieurement sur les réseaux sociaux
pour dire qu'il était tombé dans un piège alors qu'il savait parfaitement où il venait, quelles sont nos options politiques à tous les deux. Et je pense que quand même, quand on a des opinions aussi radicales, la moindre des choses, c'est de les assumer. Il n'y a pas de problème, là, on était prêts à en discuter. Mais non seulement il ne les a pas assumés, mais il est allé se victimiser, ce qui est un sport très pratiqué aujourd'hui dans les milieux identitaires sur les réseaux sociaux. Et il est même allé raconter, j'en profite pour mettre les choses au point aujourd'hui, que probablement il est allé raconter ça publiquement dans un space sur Twitter, probablement nous étions financés par Mathieu Pigasse, puisque les gens ne le savent pas, mais nous sommes voisins des Inrecuptibles et de Nova dans ce bâtiment, donc cette proximité géographique lui a tout de suite mis des fantasmes à l'esprit. Voilà, donc j'en profite pour dire que c'est évidemment totalement faux, que QG est un média indépendant. Il a invité les gens à faire une enquête à ce sujet, à se renseigner. Enfin bon, c'est devenu toute une histoire rocambolesque. Et dernière fusée du spectacle, il a volé la vidéo pour la mettre sur son propre site YouTube de nombreuses fois. De nombreuses fois, oui. De nombreuses fois sur de nombreux sites, Odyssée, Peertube, etc. Il n'a jamais répondu à nos sollicitations, à tes sollicitations. Mmh. Jamais. Preuve que, contrairement à ce que dit son candidat Éric Zemmour, l'immigration n'est pas forcément corrélée à la commission de délit. Nous en avons la preuve. Non, mais il a fait circuler la vidéo, un peu comme les gens qui ont passé des très bonnes vacances et vous aspergent toujours des photos, quoi. Ils vous inondent de leurs photos. Je pense qu'en fait, il nous a adorés. Il était très très content de pouvoir diffuser ce grand moment dont il a la nostalgie, je pense, quoi. Ah bah possible, il était même partant au début pour faire un deuxième épisode, une deuxième partie. On s'est quitté en se disant ça quand même. Hein. Oui, en tout cas, il nous a quittés en disant mais pourquoi pas remettre ça. Donc je pense qu'il a aimé. Il a aimé. Il a aimé. En plus, il me semble, je sais pas avoir, hein, mais intuitivement comme ça, je dirais que si on timait nos prises de parole de ce soir-là, il a parlé, en tout cas, plus que moi. Et plus que Aude aussi, puisque Aude est quand même globalement en position d'intermédiaire. Donc, je ne suis pas sûr que ce soir-là, on lui ait cloué le bec. Au contraire, on voulait qu'il parle. On était tout oui, quoi. On avait très très envie qu'il nous explique la remigration, tout ça. Chose qu'il n'a pas fait. Il est parti un petit peu dans des sinuosités, dans des arabesques rhétoriques bizarres, très approximatifs, mais comme souvent d'ailleurs les gens de ce camp. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement ce qui nous a été beaucoup reproché sur cette émission, c'était que François ne laisse pas la parole, il coupe tout le temps la parole. Mais justement, c'est très intéressant ce que tu as dit, parce que, en fait, au moment où tu les laisses vouloir s'exprimer, et s'expliquer sur leur théorie, quoi que ce soit, il n'y a pas d'arguments qui sortent, en fait. C'est ça. Et du coup, forcément, ça va pas plus loin. Ouais. Et au final, toi, tu enchaînes. Toi qui en as des arguments, on va dire. Mais et voilà, et justement, c'est ça. Je pense d'ailleurs que je dois évidemment, comme tout individu, comme tout être humain, friable, fragile et incomplet, je pense que je dois avoir des angles morts dans mes édifices théoriques. Ça. Alors le problème, c'est que je pense, par un effet sans doute de narcissisme ou de claustration de leurs propres pensées, ces individus-là, quand ils viennent débattre avec moi, c'était vraiment le cas de Rougeron dans une époque antérieure à l'explication, mais qui a été un peu la matrice. C'était évidemment le cas de Vecchio, quand on l'avait fait il y a un certain temps. C'était le cas aussi sous d'autres cieux, en tout cas dans d'autres médias avec Le Jeune. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sûrs d'eux, ils sont tellement habitués à ne pas avoir de contradictions, à pontifier des journées entières, par exemple sur CNews dans le cas de Geoffroy Lejeune, ou dans d'autres médias, qu'ils ne se renseignent pas du tout sur leur interlocuteur. Ils n'essaient pas du tout de considérer sa pensée, son système de pensée, si jamais j'en ai un, où sans doute on trouverait beaucoup matière à me prendre en revers, enfin en défaut. Mais ils le font pas. Et donc ça donne effectivement une certaine assiduité, parce qu'en général, avec Aude, quand on reçoit quelqu'un, on le lit, on se renseigne sur lui ou sur elle. La dernière fois qu'on a fait l'émission avec Vera Mikolski, on avait lu tous les deux et relu même son livre de 300 pages. Voilà, oui, on se documente, quoi. En l'occurrence, c'était plutôt dans un esprit amical, mais chose qui, on peut pas dire qu'ils nous rendent l'appareil de ce point de vue-là. Non, malheureusement, c'est vrai. Nous, on travaille beaucoup. Énormément. Et en l'occurrence, moi, je n'avais pas je ne connaissais quasiment pas le personnage de Pierre-Yves Rougeron.
Il avait été suggéré comme invité par quelqu'un de l'équipe. Et je l'ai vu, j'ai vu plusieurs entretiens de lui sur YouTube, et j'ai été frappée par la violence de son propos, notamment quand il s'exprimait au sujet de Gaza, qu'il qualifiait de gourbi à clodo. Voilà. Donc on va quand même pas déclencher une guerre mondiale pour un gourbi à clodo. Voilà, bon. Moi, je pense que quand on est capable de tenir comme ça des propos sur des gens en train de se faire massacrer, un conflit où il y a plus de 50%, 70% de femmes et d'enfants civils qui sont en train de mourir, quand on se trouve face à des contradicteurs, on ne joue pas les vierges effarouchées et on assume ce qu'on dit. Et on assume aussi de prendre des coups intellectuellement. C'est la moindre des choses. Voilà. Mais ils ne le font pas, effectivement. Ils ne le font pas. Et effectivement... je pense qu'il faut aussi faire un pas de recul, dézoomer et voir dans quelle situation on se trouve. En réalité, la gauche dans le pays n'a quasiment plus la parole, en dehors de la gauche politique estampillée, LFI, PS, blabla, qui a son temps de parole obligatoire, même s'ils les mettent parfois à 6h ou à 4h du matin sur CNews, Mélenchon. Si vous avez envie de voir des discours de Mélenchon, branchez-vous sur CNews la nuit. Mais ils ont la parole. Maintenant, la droite et l'extrême droite a la parole absolument partout. Même dans les chaînes type BFM TV qui passent encore pour... qui sont un petit peu la ceinture de sécurité du macronisme zombie. Même eux... voilà, quand vous vous retrouvez, ce qui m'est arrivé récemment sur un plateau, vous êtes face à des gens de valeurs actuelles, vous êtes face à des gens d'organes de pensée extrêmement à droite, et vous êtes généralement à 4 ou 5 contre 1, pas à 2 contre 1 comme chez nous, ou à 1,5 contre 1, parce que je suis quand même en position de facilitatrice et d'animatrice. Vous êtes systématiquement à 5 contre 1. Moi, c'est le tarif qu'on m'applique, dont je le connais bien, ce tarif-là. Je crois que toi aussi, tu le connais bien. Enfin, pour les dernières fois qu'on nous a invités dans ce genre de lieu, en tout cas, parce que ça se raréfie beaucoup, ils ont absolument... ils sont open bar pour pourrir l'esprit public. Donc... quand ils viennent dans un lieu comme le nôtre, qui est un des rares lieux où une pensée de gauche articulée peut encore s'exprimer sur la longueur, etc., il ne faut pas s'étonner d'être un petit peu malmené, bousculé, et de devoir rendre raison, à défaut de rendre gorge sur ce qu'on raconte. Encore une fois, moi, le conseil que je leur donnerais, notamment du côté de la droitosphère ou de la sphère identitaire... je leur donnerai un conseil qui sera sans doute perçu comme paternaliste ou méprisant ou condescendant, mais enfin je leur donne quand même. Si vous voulez ne pas être malmené, bossez un peu déjà. Et surtout, mettez-vous au clair sur vos propres pensées. Je vous demande pas de lire tout Marx et tout Bakounine, demain, ça c'est foutu, ils le feront jamais, ils n'ont pas envie, ils veulent pas connaître. Bon, ok, très bien. Ou des penseurs majeurs de la sphère intellectuelle de gauche actuelle. Mais mettez-vous au moins au clair sur vos propres pensées. Donc par exemple, pour reprendre ce qui a été un moment un peu clé et viral d'ailleurs, je crois, de mon échange avec Rougeron, si vraiment vous avez constitué la culture française comme la chose à défendre, politiquement, puisqu'elle serait en danger, elle serait mise en danger par la submersion migratoire et puis sans doute par tout un tas d'autres choses, mettez-vous au clair sur ce que vous appelez la culture française. Deuxièmement, pratiquez la culture française. Troisièmement, renseignez-vous sur l'état de la culture française. Enfin, moi, il me semble que c'est la moindre des choses. Enfin, bon, voilà. Et donc, parce que dans ce cas-là, ça ne donnerait pas un grand moment de gêne de Rougeron au moment où je lui ai demandé, mais puisque vous parlez en permanence de la France et de la culture française qu'il s'agit de défendre, qu'est-ce que vous entendez par là? Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous semble intéressant et vivace en ce moment dans l'ensemble des propositions culturelles françaises? Et ça a donné un grand moment de gêne parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Pourquoi? Parce qu'il ne lit pas de romans français contemporains, en tout cas pas depuis 100 ans. Il ne voit pas de films français. Il n'écoute pas de chansons françaises. Il ne sait pas du tout où on est la scène électro française ou rock française ou musique concrète française. Et donc ça donne ça. Je veux dire, c'est pas parce que je suis un type fondamentalement sadique qui passe un sale moment à ce moment-là. C'est parce que il est troué de l'intérieur par une espèce de contradiction folle de promouvoir jour et nuit quelque chose dont, au bout du compte, il ne s'occupe pas. En tout cas, il s'occupe beaucoup moins que moi.
Voilà. Donc bossez les amis, bossez. Essayez d'organiser votre propre cohérence. On ne vous demande pas de passer à gauche. Ça n'arrivera pas. Là, je suis assez pessimiste sur ce transfert possible. Mais soyez au moins consistant dans votre camp et dans les lieux idéologiques que vous prétendez occuper. Justement, Aude, c'était intéressant ce que tu disais. Je reviens à une des phrases que tu as dit sur souvent quand on est invité, nous, tous les deux, on est seuls face à plusieurs adversaires intellectuels. Mais justement, c'est ce qui est aussi un peu reproché dans cette émission. C'est d'être tous les deux, en fait, contre l'invité en face, du moins quand il s'agit d'un invité de droite ou d'extrême droite, et que justement, toi, Aude, tu manquerais d'impartialité, que tu serais trop du même côté que François, qu'il y aurait trop une connivence entre vous deux, que vous mettriez d'accord justement pour justement tendre des pièges. Tendre des pièges justement à l'invité. Comment tu réagis à ça justement sur le fait que tu... Alors, non mais c'est très important qu'on en parle parce que faut clarifier le dispositif. Tout simplement. Cette émission, l'explication, elle prend la suite un peu d'une émission que j'avais créée avec le philosophe Alain Badiou sur Mediapart en 2013, qui s'appelait Contre-courant, qui ensuite a bougé, a changé de lieu, qu'on a poursuivi au théâtre de la Commune. Et il y avait déjà cette triangulation qui n'était pas forcément toujours parfaitement comprise. C'est-à-dire que c'était Alain et moi qui invitions quelqu'un que nous avions choisi ensemble. Moi, je n'étais pas en position de maître loyal, d'arbitre, et de faire respecter le temps de parole dans une neutralité parfaite. Il était évident que j'avais mes options idéologiques et politiques, elles étaient proches de celles de Badiou, comme elles sont proches de celles de François aujourd'hui, même si c'est pas tout à fait les mêmes personnalités, même âge, même parcours, tout ce qu'on veut. Mais donc, je facilite la rencontre, mais quand il s'agit... Il se marre. J'aime bien ce métier de facilitatrice de rencontre. Voilà. C'est pas mal. Et quand il s'agit de quelqu'un comme Jérôme Fourquet, comme Jacques Rancière, moi, il me semble qu'on peut m'accorder ça. Je reste plutôt sur mon compte à soi et je me contente de faire circuler la parole. Évidemment, quand il s'agit d'individus radicaux qui sont vraiment aux antipodes de mes convictions, je me permets d'intervenir de façon plus musclée. Et évidemment, si j'ai choisi d'exercer mon métier dans des conditions telles qu'un média indépendant qui affiche une ligne politique claire et de quitter le monde mainstream, ce n'est pas pour me mettre à moi-même des bâtons dans les roues et m'empêcher toute expression spontanée. Voilà, je pense que quand même les gens peuvent le comprendre. Et puis les gens qui te connaissent un minimum depuis plusieurs années quand même savent quand même ta façon de voir les choses, aussi comme tu dis la ligne de QG, donc ça semble aussi normal que tu accompagnes François. Voilà, et par ailleurs dans nos autres programmes, notamment nos grandes émissions en direct sur la politique internationale, il me semble pas cacher beaucoup mes options. Je pense que de toute façon, le mythe de la neutralité journalistique, j'ose espérer qu'au milieu de tous les désastres que nous vivons dans ce pays, c'est un truc au moins qui a été mis à bas. Je pense que tout le monde comprend que sur tous les plateaux et dans toutes les radios, les gens ont des options en réalité très, très, très ancrées. Moi, je suis rentrée pour tout vous dire, de vacances hier après-midi. Et je crois de Bretagne, une des seules radios qu'il est possible de capter à peu près sur tout le territoire correctement, c'est Europe 1. Bon, voilà. Donc, groupe Bolloré. Je peux vous dire que j'ai passé l'après-midi à entendre vomir sur la France insoumise, alors qu'un jeune homme de 22 ans a été assassiné dans une mosquée en pleine prière, de plus de 58 coups de couteau, avec des propos cités par le procureur, sans ambiguïté, ton Dieu de merde, Allah, etc.
Et pendant un après-midi entier, vous aviez le procès de la France insoumise, qui est le fauteur de toute violence, le provocateur de la guerre civile qui vient et l'agitateur de tout ce qui va de travers en France, comme nous le sommes. Voilà, donc la neutralité journalistique, elle n'existe nulle part. Je pense qu'effectivement, il n'y a rien de pire que la partialité qui se prétend neutre. C'est vraiment la chose la plus agaçante. Je serais moins optimiste que Aude sur le fait que le tout venant perçoit tout à fait les options très subjectives et partiales des journalistes dominants ou des éditorialistes dominants. Je ne suis pas si sûr. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de tartuffes. Je ne suis pas complètement convaincu que tout le monde ait bien perçu que Léa Salamé était une macronienne, fondamentalement. En tout cas, du côté de l'ordre. Je ne suis pas sûr que ce soit si perçu que ça. Il y a quand même encore pas mal de journalistes, y compris très dominants et très en vue, qui arrivent à perpétuer l'illusion de la neutralité, alors qu'ils sont parfaitement partiaux. Donc presque la moindre des politesses qu'on doit à des auditeurs quand on est en train d'organiser les choses, c'est d'afficher à nu ses convictions, de ne pas s'en cacher, d'être absolument transparent. Et Aude ne va pas faire semblant de ne pas être de gauche, quoi. Et on ne va pas faire semblant l'un et l'autre d'avoir un certain nombre d'affinités politiques. Et après, je pense que c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on est deux contre un que l'invité est absolument pas en mesure de se défendre. Encore une fois, j'ai l'impression qu'ils reportent, ou que leurs aficionados ou leurs fans reportent la responsabilité sur le dispositif, une responsabilité qui leur incombe aussi quand même un peu. Donc, bon, encore une fois, les amis, essayez de penser un peu contre vous parfois. Si vous êtes parfois malmené à QG, ou en tout cas dans l'explication, c'est peut-être aussi parce que vous n'êtes pas complètement affûté. Donc affûtez-vous. Mais justement, c'est par rapport aux nombreuses critiques justement que tu disais, c'est pour en revenir à un épisode qui nous est arrivé ce week-end, justement, où par rapport à un extrait de l'explication numéro 4 avec Vérin Nikolski, justement à la fin de l'émission, où on parlait justement d'un potentiel survirilisme dans les quartiers populaires, et que tu l'expliquais justement que ce survirilisme dans les quartiers populaires, où il y a une plus grande densité de personnes de confession musulmane, voilà, que selon toi, ce survirilisme viendrait potentiellement de l'État policier ou même des aspirations coloniales d'avant, de la France d'avant, entre guillemets. Et justement, on a été repris par pléthore de médias d'extrême droite, pour n'en lister que quelques-uns, Boulevard Voltaire, F de Souche, Valeurs Actuelles, Sud Radio, voilà, que... C'est un peu jackpot, quoi. Enfin, Renaud Camus himself. Renaud Camus, ça m'a flatté. Je dois dire que... du grand remplacement. Je veux dire, pour moi, c'est un peu une consécration intellectuelle d'être... qui ont été... objectés par Renaud Camus. Qui ont été, justement, à ton encontre... très critique, très agressif. J'ai même eu quelques messages personnels, disons sur mon Facebook, des choses comme ça. Ouais, j'ai bien vu que ça les excitait. Alors, attention, soyons précis, comme d'habitude. Parce que là, dans la façon dont tu as rendu compte des choses, tu commets, si je peux me permettre, le même biais ou la même occultation que eux-mêmes commettent dans leur grande malhonnêteté intellectuelle. Qu'est-ce que c'est que d'être un personnage public, en tout cas qui émet des idées de temps en temps publiquement en 2025 ? C'est s'exposer au fait que, quoi qu'on fasse, quelque prestation publique qu'on fasse, elle est filmée. Ça, c'est une première chose. Chose dont je pourrais me réjouir, parce que moi, j'aime bien le temps long. Donc, par exemple, quand vous faites une rencontre en librairie, c'est bien, c'est souvent filmé maintenant. Ça ne l'était pas du tout il y a 10-15 ans. Et puis, c'est relayé sur YouTube. Ok, moi, je suis content, parce qu'en librairie, on a le temps de parler 1h30, 2 heures. Donc, c'est chouette. Sauf qu'en fait, très, très vite, la vidéo d'1h30 est saucissonnée en tout un tas de petits bouts. Et c'est surtout ces petits bouts qui circulent. Donc, par exemple, il m'est arrivé récemment, parce que je viens de sortir un livre qui s'appelle Psychologie, à propos duquel j'ai fait une rencontre en librairie à Paris, qui a duré longtemps, où j'ai dit beaucoup de choses. On est entré un peu dans le détail de ce livre. Et à un moment, je parle de Pascal Praud pendant 1 minute, puisque je lui consacre un texte de ce livre qui s'appelle Psychologie. Et c'est cette minute qui tourne et qui me vaut... ne serait-ce qu'un appel de Pascal Praud, je peux le révéler en exclusivité mondiale sur QG. Un appel qui a été pas complètement amical, mais un appel quand même. C'est toujours bien de se parler. Moi, j'étais très très flatté que Pascal Praud m'a dit. Bon, et donc c'est un peu ce qui s'est passé aussi là. C'est-à-dire que moi, une des raisons pour lesquelles j'aime bien faire ce genre d'exercice, comme par exemple l'explication, c'est qu'on a le temps.
On prend en général 2 bonnes heures d'enregistrement, puis après c'est légèrement monté, mais c'est très très bien. Bah oui, mais le problème c'est que, y compris les vidéos QG, les live QG, subissent le même sort, le sort 2025, à savoir de se répandre viralement parfois sur les réseaux, mais par petits bouts. Et là, non seulement a essentiellement tourné ma réponse à ce qui était une question que Aude nous soumettait à Vera et à moi, sur, effectivement, comme tu l'as dit, un certain survirilisme qu'on pourrait trouver dans certains quartiers, ok, mais non seulement on a retenu de l'ensemble de notre débat avec Vera, qui pourtant, pour moi, était vraiment extrêmement riche, ce petit moment-là, mais au sein même de ma réponse, tout n'a pas été retenu. Et donc, cette idée qu'il pouvait y avoir dans un certain virilisme qui accourt dans certains quartiers populaires à forte densité migratoire, je dirais en tout cas, qui ont une espèce de passif comme ça migratoire. On voit bien ce que je peux désigner par là. Dans ce survirilisme, une des explications possibles serait d'être une espèce de réplique aux humiliations répétées et continuelles que subissent notamment les jeunes mâles arabes et noirs des quartiers populaires. Ce pourrait être ça, mais je le présentais très clairement comme une hypothèse, comme une des nombreuses hypothèses qu'on peut formuler sur cette question-là. C'est une hypothèse de travail. Je la tire de Houria Boutelja. D'ailleurs, je signalais que c'était plutôt une idée que j'avais découverte sous la plume de Houria Boutelja et en gros du mouvement décolonial ou des partis décoloniaux. Très bien. C'est une hypothèse. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne en pensée. Il y a des hypothèses, mais ce qui n'empêche pas, ce qui n'exclut pas d'autres hypothèses. Mais les autres hypothèses, elles seraient lesquelles? Elles seraient essentialistes. C'est-à-dire qu'il y a fondamentalement dans la culture arabe quelque chose qui porte à la survirilité ou au survirilisme. Et donc il y a une espèce de patriarcat outré. Allons-y gaiement. Moi je veux bien en discuter, je veux bien discuter de tout. Mais il ne faut pas non plus considérer que pour un problème aussi pointu, il puisse y avoir une seule explication. Donc j'en ai donné d'ailleurs dans ma réponse 3 ou 4. Et donc, effectivement, tel que ça tourne sur les réseaux, ça donne Bégodeau nous assène qu'en fait, si les Arabes sont parfois un petit peu patriarcaux dans les quartiers populaires, ou ne se comportent pas très très bien avec leurs sœurs, avec leur mère, avec leur tante, avec leurs cousines, c'est à cause de la police. Voilà ce qu'on me fait dire. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ouais. Donc, ce qui en dit long, je termine juste là-dessus, sur les procédés intellectuels de ces gens, qui du coup nous ont attaqués en meute. Et surtout, ça explique en fait la matrice ou la fabrique de leur indigence intellectuelle. Parce que premièrement, ils sont incapables de regarder un débat en entier, en tout cas un échange en entier. Donc prenez le temps, des fois, le temps long. Le temps de la pensée est long, il faut le savoir. Si vous vous condamnez à ne réagir qu'à des bouts de 1 minute 20, déjà vous vous condamnez à ne pas penser. Mais si en plus vous mécomprenez la minute 20 qui tourne, alors voilà, vous vous condamnez à une espèce d'indigence définitive. Et c'est une des explications, oui, de ce que je pourrais appeler l'immense médiocrité intellectuelle de ce camp quand même. Parce qu'ils se complaisent là-dedans, puis après ils vont passer des après-midi entiers à se répandre sur les réseaux contre Aude, contre moi, contre nous deux, etc. J'ai reçu beaucoup de mails, donc, j'ai envie de dire, voilà, je vais de nouveau être extrêmement condescendant, je leur dis, mais lisez donc des livres plutôt, les amis. Musclez un petit peu votre pensée, parce que là, vous tournez en rond dans votre propre médiocrité. J'ajoute que c'est allé jusqu'à faire de François le complice des violeurs de Cologne. Donc, là, il y a un grand article en ligne depuis sur Brest Info. Je leur fais de la pub parce que je pense que très peu de gens les connaissent, mais un petit peu le français de souche breton. Bref, voilà. Donc c'est allé quand même très très loin. Au-delà de ça, on en parle aujourd'hui parce que c'est récurrent. En fait, ça arrive souvent puisque c'est intéressant, mais à titre de cas d'école. Mais moi, ce que je vois, j'ai encore une autre lecture de ça, c'est qu'en fait, dans l'espace public, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, la gauche est à ce point en train de disparaître. Les figures de gauche sont à ce point malmenées en masse que on a tous une cible dans le dos, quasiment. Enfin, je veux dire, il suffit d'une sortie décontextualisée, comme tu dis, ou d'une sortie parfois maladroite, ce qui peut arriver à n'importe qui, pour devenir des criminels, des complices de tous les OQTF tarés du territoire qui assassinent des jeunes filles dans les bois. Voilà. Donc la situation est quand même, il faut que les gens en prennent conscience. D'ailleurs, on peut peut-être finir là-dessus. C'est que la situation est grave.
intellectuellement et politiquement dans ce pays. Les espaces tels que celui-ci, ils sont peu nombreux, ils sont mis sous pression. La masse, les courants dominants, les courants ascendants sont très à droite. Ils ont nos amis droitards qui vont se répandre en pleurs sur les réseaux sociaux après s'être fait tabasser par François Bayrou. Ils ont maintenant, non seulement ils ont le champ libre, mais ils ont aussi le capital à leur côté. Ça, c'est nouveau. Enfin non, c'est pas nouveau. C'est un retour. Voilà. C'est un retour à la situation. À plein de niveaux, on est en train de revenir à la situation d'avant-guerre, d'avant la Seconde Guerre mondiale. Que Chapoutot décrit très très bien dans ses différents ouvrages ou interventions. C'est vrai qu'il y avait des financiers derrière les nazis. Et maintenant, on a Vincent Bolloré, et d'autres, Pierre-Édouard Stérin, etc. Des gens qui investissent des dizaines de millions d'euros par an avec le projet avoué de changer, de transformer les esprits, d'accélérer la prise de pouvoir, de contrôle par l'extrême droite du pays. Donc, voilà, je pense qu'il faut avoir bien en tête l'état des forces qui ne nous est pas favorable, mais on se battra jusqu'au bout. Non, mais je crois qu'on voit d'ailleurs apparaître, d'ailleurs dans une de ses incarnations les plus spectaculaires du moment, à savoir Donald Trump, une pente, je dirais presque naturelle, de la pensée autoritaire ou du camp autoritaire, qu'on peut peut-être aussi appeler le camp fasciste. Il ne faut peut-être pas avoir trop peur du mot non plus. Mais c'est une pente hégémonique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, même quand l'adversité est réduite à 10%, réduite à quelques médias autonomes et assez peu argentés, c'est encore trop. Il faut les bâillonner jusqu'au bout, et même de temps en temps, alors vraiment, et notamment sur les questions d'ailleurs d'immigration, qui sont des questions hautement névrotiques, je veux dire, notamment de la façon dont s'en emparent les gens de droite radicale, quoi. On sent bien que là, ils sont absolument incapables de un peu poser le jeu, de penser calmement les choses. Tout de suite, ils réagissent vraiment de façon très épidermique dès lors qu'ils entrevoient une sorte de complice comme ça, que je serais ou que d'autres seraient, que des gauchistes seraient ou des gauchias seraient, puisque appelons un chat, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Oui, c'est ce genre d'élégance qui sévit sur Internet. Dès lors qu'on n'a pas sur l'immigration un propos fondamentalement raciste ou de répulsion par rapport à tout phénomène migratoire, je veux dire, on est vraiment du côté des gens qui collaborent à la destruction de la culture française, la destruction de la France, de la nation, peut-être même la destruction de la planète Terre, de la vie et de la galaxie. Donc ils sont vraiment pas... François, au génocide du peuple français, comme le dit Renaud Camus, vrai, tous les jours sur Twitter. Voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette foire aux questions. J'imagine qu'on va quand même continuer l'explication une prochaine fois avec deux nouveaux... On a déjà d'ailleurs notre prochain invité. Oui, on peut l'annoncer peut-être. Je te laisse l'annoncer. On va recevoir Kevin Boucault-Victoire qui vient de sortir un livre qui s'appelle Mon antiracisme, que j'ai lu, mais d'un seul coup le titre, j'ai un petit doute. Je pense que ça fera un dialogue très intéressant, parce que globalement, je pense que c'est toujours des très très bons espaces de débat, parce que globalement, j'étais d'accord avec l'essentiel de ce qu'essaie de décrire Kevin, que je peux appeler Kevin, parce que je le connais un petit peu, et puis Aude aussi le connaît. Dans ce livre, en même temps, il y a des points de désaccord, donc je pense que ça sera intéressant, ça sera riche. Et on a aussi une autre invitation lancée, on attend la réponse, c'est un entretien qui était prévu. Oui. Avec un personnage de gauche. Nous avons un entretien prévu avec Gilles Finkelstein, qui est le secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, c'est-à-dire un personnage clé du socialisme français, puisqu'il a travaillé avec Dominique Strauss-Kahn, même avec Pierre Mauroy, je crois, avec Lionel Jospin et j'en passe. Voilà, donc il a accepté à plusieurs reprises de venir nous rencontrer. Ça n'a malheureusement pas pu avoir lieu, parce qu'il a eu un certain nombre de contretemps. Comme il nous a dit qu'on recadrait une date, ça va se faire, on imagine, bientôt, quoi. Peut-être avant l'été, en tout cas peut-être après. Voilà, nous l'espérons vivement, et en tout cas l'invitation est lancée. Bien sûr. Bien, merci à vous. Merci Maxime. Merci d'avoir participé justement à cette clarification
cette foire aux questions justement sur l'explication. Donc nous reviendrons très bientôt. Merci pour cette animation remarquable. C'était extraordinaire. J'ai essayé là. Je crois qu'on va devoir d'ailleurs recruter un autre chef des réseaux. Un autre chef des réseaux, parce que ça y est. Pour te confier un programme. La direction des émissions. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que Quartier Général est un média indépendant qui fonctionne grâce à votre soutien et à vos abonnements. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram et X. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Quartier Général.